19h sur EZAE Télévision. Bonsoir, bienvenue tout de suite. Le sommaire. Le Conseil des ministres de ce mercredi 9 juin 2021 a adopté, entre autres décrets, le décret portant organisation de la profession d'ingénieur et d'ingénieur conseil et instituant l'Ordre national des ingénieurs civils en République du Bénin. Les détails dans un instant. Le chef de la junte au pouvoir au Mali, Assimi Goïta, a prêté serment et entre en fonction comme président de la République malienne. Vous suivrez dans cette édition Antoine Chakran, un docteur en sciences politiques qui commente cette situation. Les écureuils du Bénin ont arraché un match nul contre les Chipolopolo de la Zambie, 2 buts partout en amical au stade de l'Amitié général Mathieu Kérékou de Cotonou. À nouveau, bonsoir. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 9 juin 2021 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Plusieurs décisions ont été prises, entre autres décisions. On peut noter adoption des décrets portant organisation de la profession d'ingénieur et d'ingénieur conseil et instituant l'Ordre national des ingénieurs civils en République du Bénin. Attribution, organisation et fonctionnement du ministère du numérique et de la digitalisation. Dissolution du comité de pilotage de la transition à la télévision numérique terrestre. Nouvelles mesures liées à la restructuration de la Société nationale, commercialisation des produits pétroliers, réalisation des études de planification urbaine, d'aménagement et de programmation architecturale du site du projet Seme City à Seme Podji, compte rendu de la mission de contrôle de la gestion administrative, financière et comptable de l'hôtel Tata Somba et ses campements pour la période allant du 1er janvier 2019 au 28 août 2020. Le chef de la junte au pouvoir au Mali, Assimi Goïta, a prêté serment et entre en fonction comme président de la République malienne. Il nomme au poste de Premier ministre le porte-parole du mouvement M5 qui s'est opposé à Ibrahim Boubacar Keïta et qui n'a pas soutenu le premier exécutif installé après le coup d'État du 18 août 2020. Antoine Chakran, un docteur en sciences politiques, commente la situation au micro de Carles Kitomi. C'est une crise qui date déjà de plus de 10 ans avec le départ forcé du pouvoir de M. Amani Touré. N'oubliez pas qu'il avait subi un coup d'État à cause donc des perturbations qui régnaient dans la zone nord du Mali. Il y a un certain nombre de mécontentements populaires galvanisés par les forces de l'ordre. Alors, quant aux récents événements en cours dans ce pays, malheureusement, il faut notifier qu'il y a plusieurs paramètres qui sont en jeu. D'abord, dans un premier temps, c'est le dysfonctionnement systémique de la classe politique interne. Cela se définit par une sorte d'incohérence qui gangrène les acteurs politiques, les opposants ou ceux-là qui s'estiment légitimes et qui ont été investis par la force du pouvoir. Donc une sorte d'incohérence qui aujourd'hui fragilise et amenuise les chances de la croissance et donc du réel développement. Alors face à cette situation, bien évidemment, il faut reconnaître l'implication aujourd'hui de la communauté internationale. Je vais nommer en premier la France, qui est la nation colonisatrice, qui estime que le Mali de droit est son précaré et que par conséquent, elle a son mot à dire. Alors, au-delà donc de la France, il y a ce qu'on appelle les nouvelles forces agissantes, la Russie, les États-Unis d'Amérique, l'Allemagne, la Chine, qui aujourd'hui pensent que l'époque coloniale est révolue, que chaque pays étant acteur clé du système international a l'obligation de tisser ses relations avec qui bon le semble. Et par conséquent, le Mali étant devenu justement un acteur clé du système international, peut compter sur l'appui d'autres puissances. Du coup, il y a une sorte donc, de pénétration extérieure qui fragilise les composantes politiques internes et compromet tant soit peu
cette dynamique homogène de la classe politique. Le nouvel exécutif malien s'installe dans un contexte présent des atouts favorables pour sa réussite. Le M5 est un mouvement inclusif qui réunit, je dirais, la quasi-totalité des forces agissantes, en tout cas les poids lourds politiques du Mali. À ce niveau-là, on peut se dire que si éventuellement le nouveau président qui s'est autoproclamé président, s'il est parvenu déjà à introduire, à inclure les leaders du mouvement 5 dans son système de pouvoir, il y a un pari gagné pour progressivement stabiliser le pays. Ceux-là qui, il faut le dire haut et fort, regroupent aussi en leur sein quelques mouvements islamistes, auront donc comme mission, je le dis haut et fort, comme mission de pacifier par les voies parfois idéologiques, voire religieuses, la zone nord qu'ils maîtrisent assez. Tout à l'heure, vous avez souligné un paramètre qui est important. Vous avez parlé donc de M. Idriss Déby, qui est un militaire, un général, je crois un maréchal avant son décès, qui est parvenu justement un temps soit peu à militer pour la cause et la stabilité de la paix au Tchad et dans cette région. Ça veut dire quoi? De toute évidence, les militaires au pouvoir ont une sorte de marge de manœuvre plus efficace que les civils, car ils sont les spécialistes, ils sont opérationnels, ils maîtrisent plus le terrain, ils savent comment déployer les énergies nécessaires pour contrecarrer les mouvements terroristes. Donc du coup, on peut dire que l'arrivée au pouvoir, par la force certes, des mouvements, en tout cas des forces de l'ordre, peut un temps ça peut dissuader les non des terroristes sur le terrain. Donc du coup, on peut se dire que le nouveau président élu, non, le nouveau président investi ou du moins imposé par la force des choses, peut peut-être permettre un peu au Mali de retrouver un peu la stabilité et la paix, parce que de toute évidence, il faut le dire, il a aussi le soutien d'une frange de la communauté internationale. Les Maliens du Bénin commentent l'évolution de la situation politique de leur pays au micro de Antoine Besset-Mélan. La situation du Mali actuellement est très compliquée. On peut qualifier cette situation de situation politique, situation militaire, situation dans les relations internationales. Donc, toutes ces situations sont devenues compliquées dans la mesure où il y a eu 2 coups d'État qui ont eu lieu en même temps, consécutivement. C'était prévisible. Ce coup de force était prévisible parce que d'autant plus que il y a une crise de confiance cruelle entre l'État et le peuple, entre les élites et le peuple. Donc, à un moment donné, il faut agir parce qu'il ne faut pas trop se cramponner sur les principes démocratiques. Cette situation, c'est-à-dire quand le Mali tousse, nous aussi, on tousse ici, puisque nos parents sont là-bas. Tout ce que nous faisons, nous avons des contacts là-bas, nous avons des relations là-bas, nous avons des biens là-bas. Bon, on a peur que le pays ne chavire, on a peur que le pays ne devienne Somalie. Donc, devant cette situation, tout le monde est consterné et nous suivons la situation de près. Jamais joué franc jeu dans ce dossier-là. Donc, moi, je le comprends parfaitement. C'est un moyen de faire pression sur la jeune. La nouvelle décision de la France n'a aucun effet sur le Mali actuellement, puisque tout le pays est déjà aux mains des djihadistes, à part Bamako. Donc, cette décision, elle est venue tardivement, parce que, comme on le dit, le cabri mort n'a pas peur de couteau. Nous, c'est Bamako seulement qui reste. Donc, si on peut partir de Bamako et retrouver l'intégrité territoriale de notre pays, ce serait une bonne aubaine. Seulement, c'est que nos politiciens, ou soit, disons, nos autorités, consulent leurs propres forces, qui ne comptent pas sur un apport extérieur. Dr Antoine Chakran commente les implications étrangères dans la crise malienne. Il n'est pas forcément de l'avis de ceux qui voient la France derrière la crise. Je n'ai pas de preuve tangible pour dire que c'est la France qui soutient tel ou tel mouvement terroriste. Non, pas du tout. Mais une chose est certaine, lorsque vous avez des mouvements terroristes dans votre pays qui opèrent et qui détiennent des armes lourdes et qui sont à même d'affronter l'armée régulière, on peut dire se poser des questions. D'où proviennent les armes? Qui les finance? Qui est à même de contourner parfois la vigilance des États pour fournir les armes, les munitions aussi sophistiquées
au mouvement terroriste. À ce niveau-là, déjà, bien évidemment, on sait que le Mali n'est pas un pays qui produit les armes, qui fabrique des armes. Donc, du coup, les armes viennent de l'Occident. Alors, quel pays, particulièrement, on ne saurait le dire. Donc, pour éviter donc, de créer donc, de la zizanie, et donc de faire donc, des commentaires qui compromettraient votre chaîne et moi-même, je crois que la meilleure option est de dire, c'est vrai, ce sont les Occidentaux, en partie, mais il faut aussi dire que cela dépend donc, de la faiblesse même du système international. Il faut nuancer. Quand on est journaliste, il faut nuancer. Les spécialistes n'abordent pas les questions comme les journalistes. Vous savez, il est vrai que lorsque un pays est aussi riche en ressources naturelles, il attire la convoitise de grandes puissances. D'où, je l'ai dit tantôt, la question du rapport de force. Le cas du Mali, où la France, qui estime être la nation colonisatrice, pense avoir donc le dernier mot et considère donc, le Mali comme son précaré. Du coup, elle défend, vaille que vaille, les ressources minières du Mali, à sa cause. Malheureusement, le Mali, qui détient ces réserves-là aujourd'hui, souffre. Mais dans les pays où il n'y a pas de réserves minières et autres, ce n'est pas un fait pour justifier la non-violence, ou même la non-présence des terroristes. Ça dépend bien évidemment de la feuille de route de chaque État. Je crois que pour le moment, on peut s'estimer heureux du fait que nous ne sommes pas dans le rétroviseur donc, des mouvements terroristes au Bénin, Dieu merci, et on va toujours prier pour que les mânes de nos ancêtres nous accompagnent dans cette dynamique. Spiritualité dans cette édition. Pour agir parmi les humains, le Saint-Esprit passe par plusieurs moyens, notamment à travers l'être humain lui-même. Dame don divin fait partie de ces personnes que l'Esprit Saint utilise pour accomplir ses missions dans la vie des hommes par son don de vision et de la prophétie. Suivant la prophétesse visionnaire don divin dans cet entretien accordé à la rédaction de Zaï TV. Elle est au micro de Jacques Marion d'Almeida. Nando no tobito sigege ni do medele tout don divin. Lo me makatumia ina tout don divin no moto do do so meto lo boko no boazo no me no tun kan no me ko si azon e je me on de bo don divin gan yo e o alotoni ma je tout ton e na mo kan tuntun zondo po don divin do si se de me ya ma wo e dagbe o e ko dami o ji cheche won agbe lo jawu de no wi agbon to o me ro do to gu to gbon fi bi o ma wo e dami do mo divin si no mi mo yin amadonu kunji ya lo e ji mi do mo e ekpe mi mero no koche tro din no e ko beza mi temo bi nko morote mo ma wo dami gbon no no mi mo e ton do na pon me se do cheju mi anu awa tro no e hen wa na do no e hen wa zon ro po bo ne ablogbon lobo mo wede me so na do no we do ma wo e dami do mo don divin no za ama ko si azizon de bo e ko agonchi de anjo dogbon we no zan mais il faut avouer que a cheche gege do sinji et ouais yodo eau de miracle de don divin azon e kono gbo mi si do bia azizon de busi wadin on si dalo tout temps me comprendre on si zan robe de no aja ou me robe miraculeuse on si zan no inspiration zo e dépend de inspiration wa bon si azo no wa lo no zan me wi no o be ni o don divin ko do depuis des années lo mi na modo angel e kono azo hamile ko dija ndo robe me donc robe do pon jin do la so bonan e claro ni de suje le robe mene a chede mi o su popere gege nko on de ton gidi c'est vrai il faut avouer que on cause no togu do gege si je parle le fond mi do bon on zan do togu do gege lo cette fois-ci décider bonan zan do Bénin donc on a mondo e o azon problème les support titeng beton bon alors cette fois-ci na do a jaw na me gege jaw si an we ni on yan wude bo eno zan gidi ya lo mi na mo do Bénin beton na support bo kade le kana wa po gege ka eni le na zanu me gege de me de no boison propre azon no boyo mi si do bido fia ye me na wa gbenegbele na témoigner donc eyan wude bon no zan gidi ya me gbenegbe on décider bon na zanu ye gbenegbe. Le 18 juillet, j'ai un grand séminaire spirituel à faire, un séminaire de délivrance, de déblocage, de grâce divine, de protection et de vision. Donc na bioto vito si gege ayinyo nu ba nu mo wede me ya ado asikio de bua e o wa gbe o tutu etan wa gbe ngbe amo kan tutun sunu we ayin bo we nu kon yi de bu de nu we ya azome o gan to gbe wan nu we ko si me da zon jewe bodo problème alopa de buo bi hu ni wa gbe ngbe o 18 juillet lo CPA donc ye bi ni pe mi do fini lo 18 juillet à 15h précise
Lobonu enimo ma aussi jaou den ko do si bon togu do bon décider ro kwelo me yo na blodo bene yo ye bini son robo agbene gba pon na je on divers produits na mo gbene gbele soupo lo na do kinwe de pominase un peu comme la bague de conception, le savon de concession, le savon de désenvoûtement, le balai de délivrance. Il y en aura plein de produits ce jour. L'eau de miracle surtout qui guérit des milliers de maladies. Donc, Emmanuel Macron, le président français, a reçu une gifle de la part d'un homme hier mardi alors qu'il était en déplacement dans la Drôme pour la deuxième étape de son Tour de France des territoires, a confirmé l'entourage du chef de l'État en attestant auprès de l'AFP de l'authenticité d'une vidéo circulant sur les réseaux sociaux. 2 personnes ont été interpellées, a annoncé la préfecture peu après les faits. Quelques heures plus tard, le chef de l'État a voulu relativiser l'incident, dénonçant des faits isolés commis par des individus ultra-violents qui ne doivent pas, selon lui, prendre possession du débat public. 2 personnes dont l'auteur de la gifle ont immédiatement été interpellées et étaient entendues par la brigade de gendarmerie de Tain-l'Hermitage, a indiqué la préfecture de la Drôme. À présent, la page sport pour mettre un terme à cette édition. Les écureuils du Bénin ont arraché un match nul contre les Chipolopolo de la Zambie, 2 buts partout en amical au stade de l'Amitié, Général Mathieu Kireko de Cotonou. Sebio Soukou a ouvert le score à la 12e minute sur une passe décisive de Jodel Dossou, mais les Zambiens égalisent 6 minutes plus tard par l'intermédiaire de Saloulani Firi, puis prennent l'avantage dans les arrêts de jeu grâce à Miwap Tandi. Après plusieurs tentatives, les poulains de Michel Dissuyer rétablissent la parité à la 80e minute grâce au premier but en sélection de Johan Roche. Revivez les moments du match.
Au coup de sifflet final, le sélectionneur Michel Dissué a analysé la prestation de son équipe. Des propos recueillis par Setondé-Larios Adjabeno. Bon, il y a eu des choses intéressantes dans ce match-là. C'est vrai que voilà, il y a une opposition de qualité en face, avec une équipe qui travaille beaucoup, qui court beaucoup, qui est disciplinée. Donc c'est pas toujours évident de trouver les solutions, mais je pense qu'on avait à cœur de produire du jeu. Je pense qu'on s'est créé pas mal d'occasions sur ce match-là qu'on n'a pas pu conclure. Maintenant, s'il y a un regret, c'est les buts qu'on encaisse, quoi, parce qu'on perd un ballon dans nos 30 mètres plein axe là, et on se fait punir. Et puis sur un coup de pied arrêté, juste dans le money time, donc ce qui me met en colère forcément, parce qu'on sort d'un match contre le Nigeria où on perd sur un corner. Là, on se fait mener au score dans les arrêts de jeu. Voilà, donc c'est ce manque de rigueur qui nous plombe le déroulement du match, mais l'équipe est bien revenue et je pense qu'on a produit de bonnes choses. Voilà, je ne digère pas qu'on prenne un but comme ça sur corner encore une fois dans les arrêts de jeu de la première mi-temps, parce que ce sont des moments qui sont importants, quoi. Et là, on doit faire preuve de beaucoup plus de rigueur sur ces phases-là, quoi. Donc on s'est fait punir une fois contre le Nigeria. On se refait encore punir, même si on revient au score, mais on se fait punir quand même ce match-là. Donc il faut retrouver aussi cette rigueur sur les coups de pied arrêtés, parce que ce n'est pas le capital athlétique. Les deux équipes se valaient, ils ne nous étaient pas supérieurs. Donc après, c'est une question de rigueur. On sait que Mika est plus à l'aise dans l'axe, dans son expression, quoi. Maintenant, Steve est un joueur aussi qui évolue à un haut niveau, qui a de la variété, qui a fait beaucoup de progrès aussi dans ses orientations, qui est plus à l'aise dans le jeu, dos au but, pour enchaîner aussi, pour trouver des soutiens et amorcer des offensives. Voilà, c'est un joueur qui est en pleine progression, donc pour l'instant c'est vrai qu'il est devant, mais on sait que bon, Mika est là et c'est quelqu'un qui a des qualités différentes. C'est quelqu'un qui se bat, qui lutte beaucoup et qui travaille beaucoup aussi, qui est très motivé par l'équipe nationale. Chacun a son avis. Hein. Chacun a son avis. Je pense que j'ai dit une chose simple, voilà, c'est qu'aujourd'hui il y a deux gardiens qui sont tous les deux excellents. Donc voilà, c'est difficile pour moi de trancher. C'est vrai que généralement on établit une hiérarchie dans les gardiens, mais comme j'ai confiance dans les deux, c'est peut-être l'histoire du moment en fait qui va me déterminer. Ce qui est important, c'est que l'un comme l'autre soit présent et soit bon lors des rencontres. Bien sûr que j'ai des repères par rapport au poste, mais voilà, c'est aussi moi, je fais un constat par rapport à la qualité de nos deux gardiens et je trouve qu'on a cette chance de les avoir. Pour sa part, le sélectionneur de la Zambie, Micho Milutin, a également fait la lecture du match. Puis, il a exposé les principaux enseignements tirés de la tournée ouest-africaine au Sénégal et au Bénin dans le cadre de cette journée FIFA. First of all, we had, for a good game, you need to have two good teams. I give credit to Benin national team, to my colleague, coach Michel. D'abord, pour qu'il y ait un bon match, il faut qu'il y ait deux bonnes équipes, donc les deux adversaires. Donc je rends hommage à Michel Dissué, à toute son équipe qui ont produit un très bon match. Nous avons décidé d'explorer l'Afrique de l'Ouest pour ces deux journées des matchs FIFA, donc pour affronter d'abord le Sénégal et puis le Bénin. C'est parce que nous savons que c'est une zone de l'Afrique où on produit du très bon football. Et je peux vous garantir qu'arrivé ici, nous avons vraiment tiré beaucoup de leçons. C'est vrai que nous sommes venus sans plusieurs de nos cadres, mais à la fin, on s'en sort vraiment très content parce qu'on a pu tirer beaucoup de leçons. Alors ce match vaut pour moi plus de 30 séances d'entraînement parce que lorsque vous disputez un match amical, ça vous met en situation de compétition, ça vous met en situation donc, de match réel. Et donc ce match valait pour moi beaucoup plus que des entraînements. Maintenant, nous avons tiré des leçons. Tout ce qui n'a pas été, on va dire, potable, nous allons essayer de corriger cela. Est-ce que nous avons aussi produit comme, on va dire, bonne chose? Nous allons essayer de maintenir cela. We want to keep it up and I believe
match was really helping us to grow up together as a unit, as a team. Look, I don't have any regrets. Every single change we have made has been calculated. The only answer we didn't had after. Il faut dire que je n'ai aucun regret par rapport au scénario du match. Je n'ai vraiment aucun regret. Tout remplacement que nous avons fait, c'était vraiment calculé. Maintenant, nous avons peut-être péché dans le fait que nous avons voulu, dans la lisière de la surface de réparation, resserrer nos rangs. Donc du coup, à des moments donnés, on a laissé des espaces devant et ça a permis aux joueurs béninois de pouvoir aussi nous acculer d'une manière ou d'une autre. Après, vous avez des joueurs aussi tels que Steve Mounier qui sont très forts dans les airs et défendre face à de tels joueurs qui sont forts dans les airs, ce n'est jamais facile. Mais comme je l'ai dit, c'est des leçons que nous avons tirées ce soir de ce match qui nous a beaucoup appris. Donc, et après, ça nous permet de mieux préparer notre match face à la Mauritanie et face à la Tunisie pour le compte des prochaines journées des éliminatoires de la Coupe. And in September to come and play against Mauritania World Cup qualifiers and Tunisia, preparing ourselves in the best way. Fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Passez une excellente soirée en compagnie de nos programmes sur les www.ezautv.bj. Bonsoir.